Maintenant, on va estimer la durée des activités. Il s'agit tout simplement d'évaluer la durée des activités précédemment identifiées. Donc, juste pour rappel, nous avons planifié la gestion de l'échéancier, c'est-à-dire que nous avons identifié par quelle méthode nous allons planifier. Est-ce qu'on va faire une planification en vague? Est-ce qu'on va planifier selon une approche agile? Quelle est la durée standard que nous allons adopter? Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est la semaine? Est-ce que c'est le mois? Quel est l'écart tolérable? Quel logiciel on va utiliser? Et puis on a défini les activités, c'est-à-dire qu'on a décomposé le travail, le WBS, puis on a organisé ces activités en séquence. On n'a fait que les ordonner par rapport à quelle est la tâche qui vient avant l'autre uniquement. Et puis on a mis des liens logiques, fin-début, début-fin, peut-être des avances et des retards. Maintenant, on va estimer la durée de chacune de ces activités. En sortie, on va avoir les estimations de durée. On va voir aussi une base des estimations. Alors la base des estimations, c'est l'explication sur comment on est arrivé à ces estimations, quelles ont été les contraintes et les hypothèses, quels risques on a considérés, et on rajoute même un intervalle de confiance. Par exemple, on peut dire qu'on est sur à plus ou moins 30% de notre estimation. Et puis, on peut être amené à mettre à jour les attributs des activités. Ce sont les détails, des détails sur les activités. On peut rajouter ou supprimer des hypothèses et on peut affiner dans le registre des retours d'expérience notre manière d'estimer pour le projet. Alors, une fois qu'on a terminé les estimations de durée et de coût, d'ailleurs, on va calculer la date de fin et puis après on va essayer d'optimiser la date et d'optimiser le budget. Et on va comparer par rapport aux contraintes détaillées dans la charte du projet. Et s'il y a une différence, on va fournir des options pour le management. L'objectif de ce processus est d'estimer le nombre de périodes de travail requises pour chacune des activités. Quelle est la durée? Une semaine, une journée? De toute façon, l'unité, elle est identifiée au niveau de la planification de la gestion de l'échéancier. C'est ici qu'on décide quelle unité de mesure du temps nous allons utiliser. Alors, il faudra aussi prendre en compte les calendriers du projet et des ressources. Calendrier du projet, quelles sont les journées ouvrables, quels sont les jours fériés, est-ce qu'on peut travailler la nuit ou pas, et puis le calendrier des ressources. Quand est-ce que les ressources seront mises à disposition par l'entreprise ou par le processus d'approvisionnement. Il faut connaître aussi la loi des rendements décroissants. Cela veut dire que au-delà d'un certain seuil d'augmentation des ressources, ce n'est pas linéaire. C'est pas parce que nous avons un ingénieur qui réalise une tâche en une semaine, si on va mettre 3 ingénieurs sur la même tâche, ça va pas diviser forcément le délai par 3. Parce qu'il y a des délais de coordination, il y a des délais de latence, donc il y a des délais de communication, et ceci ne va pas forcément diviser le délai par 3. Le nombre de ressources aussi. Doubler les ressources ne divise pas le temps par 2. Donc ce n'est pas linéaire. Et les évolutions technologiques peuvent modifier notre estimation. Ça veut dire que si on se base uniquement sur les données historiques de l'entreprise et qu'il y a de nouvelles technologies, on ne va pas forcément tomber sur le bon calcul. La motivation du personnel aussi, elle a un grand effet. Et je souhaite aussi parler ici du syndrome de l'étudiant ou procrastination. Il décrit le fait que les individus se mettent généralement, comme les étudiants, au travail au dernier moment. Ça veut dire quand on a une tâche, vous allez remarquer que les gens vont commencer à travailler sérieusement sur la tâche quand la date limite va se rapprocher. On a aussi ce qu'on appelle loi de Parkinson.
elle dit que le travail augmente pour occuper toute la durée qui lui est affectée. C'est-à-dire que si une tâche doit prendre une semaine et qu'on lui consacre 2 semaines, il ne faut pas s'attendre à ce que les personnes terminent en une semaine. Il y a plus de chances qu'ils prennent tout leur temps et que le gros du travail va se faire à la fin. Donc ce processus va nous donner des estimations de durée et puis la base des estimations. Ça veut dire comment on est arrivé à ce type d'estimation. Comment on est arrivé à dire que cette tâche prend 3 jours ou 5 jours. Quelle est la base d'estimation? On peut être amené à la fin du processus à mettre à jour des documents du projet tels que les attributs des activités. D'ailleurs, un des attributs des activités, c'est la durée, par exemple. Donc, on sera sûrement obligé de mettre à jour l'attribut des activités et puis peut-être des hypothèses. Si on met des bases d'estimation, ce sont des hypothèses. Donc, forcément, on va mettre à jour le journal des hypothèses. Et puis, on va aussi enrichir notre retour d'expérience sur notre manière d'estimer. Plus on fait des estimations, plus on est en train d'affiner notre manière d'estimer, notre façon de faire, et qui sera valable peut-être pour les prochaines vagues d'estimation durant le projet. Donc, pour obtenir ces estimations, nous avons besoin bien sûr du plan de gestion d'échéancier et de la référence de base du périmètre, WBS et dictionnaire. On aura aussi besoin des documents du projet, les attributs des activités, la liste de toutes les activités, des hypothèses bien sûr, le retour d'expérience du projet en cours sur notre façon d'estimer, la liste des jalons, des milestones. Forcément, on est en train de travailler sur les durées, donc la liste des tâches à durée 0, on en a besoin. Et comme vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à la planification des ressources. Forcément, parce que l'estimation des activités, en fonction des ressources qui seront employées, la durée va être différente. Si on emploie par exemple des engins mécaniques, ça va être forcément plus rapide que si on utilise un ouvrier. Mais il y aura sûrement des incidences sur le coût. Donc il va y avoir beaucoup d'allers-retours entre l'estimation de la durée, l'estimation des ressources nécessaires, l'estimation aussi des coûts, et voir et essayer de combiner pour rentrer dans les coûts budgétisés et les délais en termes de contraintes détaillés dans la charte du projet. Donc ça va pas se faire d'un seul jet, on va pas estimer les activités forcément d'un seul jet, mais on va faire aussi beaucoup d'allers-retours, on va rajouter des ressources, modifier des ressources, rajouter des compétences pour essayer de réduire les délais, changer certaines ressources qui travaillaient manuellement, peut-être ramener des engins ou le faire par logiciel ou sous-traiter. Donc tout cela va rajouter des coûts, modifier des délais. Donc on va travailler beaucoup d'allers-retours entre les coûts, l'échéancier, le périmètre et les risques aussi, pour faire essayer de tout rentrer dans le délai et le budget imposé. Donc ça ne va pas se faire d'un seul trait, il va y avoir beaucoup d'allers-retours. Donc on va voir plus loin les processus de gestion de qualité, de gestion des ressources, gestion des risques, et on va voir qu'ils vont affecter les délais et qu'on sera obligé peut-être de revenir et de réajuster les délais. Bien évidemment, les facteurs environnementaux de l'organisation entrent en jeu et l'actif organisationnel, c'est-à-dire l'historique des projets précédents en termes d'estimation, ça va nous aider à estimer, en plus de notre retour d'expérience sur le projet en cours et sur notre manière d'estimer. Alors, les outils et les techniques. On aura besoin du jugement à dire d'experts. Forcément, qui mieux pourrait estimer la durée que la personne qui va faire elle-même la tâche. Donc, on va le considérer comme un expert de la tâche et on va lui demander de nous donner
ces estimations? Il y a plusieurs façons de faire des estimations. Soit on fait une estimation par analogie. C'est ce qu'on appelle top-down. Cela veut dire que l'on va se baser sur l'historique des activités similaires. On va prendre des activités qui ressemblent à cette activité et on va dire, voilà, par analogie, celle-là, elle est à peu près équivalente ou à peu près elle est 2 fois plus difficile, elle prendra 2 fois plus de temps et rapidement comme ça, on va sortir une estimation. L'avantage, c'est qu'elle prend moins de temps, elle est moins coûteuse, mais bien sûr, elle est moins précise. Deuxième méthode, l'estimation paramétrique. Ici, on va se baser sur l'historique et on va utiliser une relation statistique. Par exemple, vitesse ou coût au mètre carré. Si on a une machine qui découpe 1 mètre par heure, on va faire la relation statistique. On va dire que voilà, elle va découper 2 mètres en 2 heures. Ou elle va découper 3 mètres en 3 heures. Même chose pour le coût, c'est le même principe. Ici, le niveau de précision, il est plus grand, bien sûr. Il est meilleur que l'approche par analogie. Par analogie, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Des fois, on en a besoin pour sortir des estimations très rapides. Et puis, l'estimation à 3 points. On utilise 3 données d'entrée. L'estimation la plus probable, l'estimation optimiste, ça veut dire dans le meilleur des cas, quelle serait la durée, et l'estimation pessimiste. Comment on fait ce type d'estimation? Donc on demande à la ressource qui va faire la tâche, ou on peut faire ça de toute façon même en équipe, on est réuni en équipe, on parle de chaque tâche et puis on dit, d'après vous, quelle est la durée la plus probable? En combien de temps on pourra faire la tâche? On obtient une première durée, on l'inscrit comme étant la plus probable. On demande aussi si tout se passe dans le meilleur des mondes. Quelle serait la durée? On va obtenir une deuxième estimation qu'on appellera optimiste. Et même chose pour pessimiste, donc on va poser la question, et si rien se passait comme prévu, quelle est l'estimation la pire? On aura une troisième estimation. En sommant les 3 estimations et on divise par 3, on aura l'estimation à 3 points. C'est ce qu'on appelle la distribution triangulaire. C'est la moyenne simple. Une autre façon de faire aussi, on va donner plus de poids à l'estimation la plus probable. C'est-à-dire qu'on va la multiplier par 4 et on va diviser par 6. On appelle cette estimation l'estimation perte ou la moyenne pondérée. Alors, comment on estime? Quelle méthode utiliser? Alors, pour estimer, d'abord, il faut fournir assez d'informations sur chaque activité. Il faut expliquer à ceux qui estiment comment on doit faire l'estimation. Il faut vérifier aussi la qualité des estimations. Par exemple, quand on demande l'estimation par exemple, à un ingénieur, on va lui dire pas uniquement quelle est la durée de l'action, mais on a besoin de savoir à partir du moment où tu rentres chez le client pour faire la tâche, jusqu'au moment où tu as terminé, tu sors, et tu sors par exemple de chez le client, quelle est la durée? Je ne parle pas uniquement de la durée de brancher un câble ou uniquement la durée de faire rentrer la configuration. Nous avons besoin de toute la durée. Donc des fois, il faut bien expliquer à ceux qui estiment comment faire, de quelles informations on a besoin de leur part. Et on vérifie aussi la qualité des estimations. On peut comparer par rapport à utiliser l'estimation par analogie pour voir si c'est pas trop exagéré. D'ailleurs, il faut éviter à tout prix ce qu'on appelle le rembourrage. Rembourrage, c'est le fait de rajouter beaucoup de délais pour essayer de couvrir des risques. Quand une tâche prend par exemple 2 jours, on va mettre 4 jours. Comme ça, on est couvert. Cette pratique, elle est très néfaste dans la gestion de projet
et elle fera en sorte que personne ne fera plus confiance à vos estimations, étant donné qu'à chaque fois, vous êtes soit trop en avance ou trop en retard par rapport au délai du projet. Donc, votre estimation est toujours mauvaise. C'est pour ça que la notion de rembourrage, padding en anglais, il faut absolument l'éviter. Normalement, la réserve, elle est élaborée via la gestion des risques. Autrement, personne ne va croire votre estimation. Et il y a une différence entre créer des réserves liées à une analyse des risques, c'est ce qu'on va voir quand on va aborder le processus de gestion des risques, que la pratique du rembourrage où on se contente de multiplier par 2 ou par 3. Donc, pour estimer, on a expliqué, on a vérifié la qualité des estimations, on a évité de faire du rembourrage, on a formulé les réserves après avoir fait du risk management, et on va à la fin s'assurer que les hypothèses ont été enregistrées plus tard. Ça veut dire sur quelle base nous sommes arrivés à ces estimations. Donc on va sortir avec des estimations et des bases d'estimation. On a aussi la déviation standard, standard deviation, on l'appelle aussi écart-type. Elle définit en statistique l'ampleur de la variation. On l'obtient en retranchant la valeur optimiste de la valeur pessimiste. Donc, c'est quelque part la fourchette de variation, on la divise par 6. Ça va nous donner 5,5. C'est-à-dire que notre délai va varier de 28,16 à plus ou moins 5,5. C'est-à-dire que la fourchette d'estimation de la durée A va varier de 22,66 jusqu'à 33,66. Plus grande est la déviation, plus grand est le risque. Par exemple, ici, c'est la tâche B qui est la plus risquée en termes de délai. C'est parce que le délai varie de 53 à 69. On a aussi comme technique l'estimation ascendante. C'est l'estimation bottom-up. Donc on démarre d'en bas et on remonte. Donc on fait l'agrégation des niveaux inférieurs du WBS en termes de temps. Ça prend du temps, mais c'est plus précis. Parce que là, on va calculer, on va sommer l'ensemble des délais de toutes les parties et on va remonter. On va utiliser l'analyse des alternatives. On va comparer entre plusieurs alternatives, des ressources par exemple. Est-ce qu'on utilise un expert junior ou un expert senior? Est-ce qu'on le fait manuellement ou par des moyens mécaniques? On va utiliser des techniques de compression de délai. On va peut-être hésiter entre acheter et louer. Donc on va prendre une décision. On va analyser est-ce qu'il vaut mieux le faire soi-même ou le sous-traiter. Alors on utilise aussi l'analyse de la réserve. C'est-à-dire qu'on va allouer au risque une certaine durée, mais au risque identifié. Les risques identifiés, c'est ce qu'on appelle les connus inconnus. Parce qu'il existe aussi les inconnus inconnus. Et là, ce n'est pas l'analyse des risques qui va nous permettre de rajouter des délais supplémentaires, mais ce sera plutôt le management qui va rajouter un certain pourcentage pour couvrir ce type d'inconnus inconnus. Ce sont des éléments qui ne sont pas détectés par l'analyse des risques, mais des choses qui peuvent arriver, qu'on n'a même pas identifiées. Cette réserve peut être exprimée en pourcentage ou en nombre fixe, en durée fixe. On peut rajouter une semaine ou un pourcentage de la durée. Alors, les réserves peuvent être séparées des activités ou regroupées. Donc, on peut regrouper au niveau du planning une partie qui est liée à la durée des risques ou carrément rajouter pour chaque activité la durée du risque avec l'activité. Et plus on avance dans le projet, plus on a des informations sur la probabilité d'occurrence d'un risque. On peut à un certain moment savoir que le risque ne pourra plus arriver
Et à ce moment-là, on peut réduire ou augmenter même ou supprimer la réserve de délai qu'on a affecté au risque. Donc si le risque, on pense qu'il y aura plus d'impact, on peut carrément augmenter la réserve du risque. Ça veut dire que la durée, on va lui rajouter une durée encore plus grande liée au risque. Si on voit que ça y est, le risque ne peut plus se présenter, on va réduire la partie qui est liée au délai du risque et on aura une valeur plus réaliste. Tout cela, c'est pour s'assurer que constamment, on a une base de délai qui est mise à jour et qui est réaliste et réelle. Alors, bien sûr, la valeur de cette réserve, comme on avait dit, ça peut être estimé en pourcentage de la durée de l'activité. Comme outil technique, on va utiliser la prise de décision. Donc, ça va être un vote. Et on peut même utiliser la technique du vote utilisée dans les méthodes agiles, dite la méthode des 5 doigts de la main. Donc, pour cette méthode, le chef de projet va demander à quel niveau les participants soutiennent l'estimation générée. Si c'est un point fermé, cela veut dire qu'il n'y a pas de soutien. Et dans tous les cas, si quelqu'un présente moins de 3 doigts, il a le droit de s'exprimer et d'argumenter avec l'équipe. Et puis le chef de projet poursuit ce processus jusqu'à arriver à un consensus. Un consensus veut dire que chaque membre lève au moins 3 doigts. Et là, on sait qu'on a une estimation que tout le monde trouve plus ou moins plausible. On fait cela via des réunions. Dans le cas des approches agiles, on n'estime pas tout le projet. On n'estime pas la durée de tout le projet. On va prendre des éléments du backlog. Sur ces éléments, on va déterminer sur quoi on va travailler. Une fois qu'on a décidé, on va diviser en tâches et on va estimer la durée et la faisabilité des tâches sur lesquelles on a décidé de travailler. Donc, pour résumer, l'estimation de la durée des activités va nous donner des estimations de durée. Donc, c'est la liste des activités. Maintenant, on va lui rajouter pour chaque activité une durée. On va rajouter à côté aussi une base des estimations, comment on est arrivé là, quelles sont les hypothèses et les contraintes, quel est l'intervalle de confiance. Et on risque aussi, bien sûr, de mettre à jour les attributs des activités, rajouter ou supprimer des hypothèses et améliorer notre façon d'estimer et mettre ça sur un registre. Tout cela va redevenir une entrée pour les documents du projet. Pour avoir ces estimations, on a besoin principalement du plan de gestion de l'échéancier, de la référence de base du périmètre, de certains documents du projet et puis de beaucoup de documents qui sont liés au type de ressources et au calendrier de ressources qui vont intervenir sur ces activités. Bien évidemment, ce sont les experts eux-mêmes qui vont estimer les durées. Ils vont utiliser une des méthodes suivantes. Soit par analogie, on va comparer par rapport à des projets similaires. Elle est rapide la méthode, mais pas précise. Soit on va faire une estimation paramétrique, par exemple le mètre carré, le coût au mètre carré aussi, par exemple, ou une estimation à 3 points. Donc on va rajouter la durée pessimiste, la durée optimiste et la durée la plus probable. Et si on utilise l'estimation bêta, là on va pondérer la durée la plus probable par 4 et on va diviser par 6. C'est toujours mieux que la méthode à 3 points standard. On l'appelle aussi l'estimation en perte. Il y a aussi l'estimation ascendante et dans ce cas-là, on va commencer à calculer et à sommer toutes les estimations de chaque work package. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est beaucoup plus précis. Et on va faire de l'analyse des alternatives. On va comparer, est-ce qu'il vaut mieux utiliser cette ressource ou cette ressource pour cette tâche. On va rajouter aussi des réserves qui sont liées au risque. Donc là, l'analyse des risques, elle intervient. Et on va prendre une décision. Essayer d'amener un peu maximum de personnes à adhérer à l'estimation. S'ils ne sont pas d'accord, eh bien, ils vont argumenter jusqu'à ce que tout le groupe arrive à plus ou moins une estimation
satisfaisante.